Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine en direct de la rédaction pour ce second numéro consacré aux lois de finances. Nous vous l'annoncions dans notre précédent magazine, deux mesures phares de la loi de finances pour 2018 méritaient à elles seules un numéro spécial. Il s'agit bien évidemment du prélèvement forfaitaire unique, dit PFU ou flat tax, qui s'applique aux revenus de capitaux mobiliers perçus à compter de 2018 et aux plus-values mobilières réalisées à compter de 2018, et de l'impôt sur la fortune immobilière dit IFI qui remplace l'ISF à compter du 1er janvier 2018. Place aux experts à présent, j'accueille sans plus attendre Sophie Delage, rédactrice spécialisée de la rédaction fiscale, pour nous parler du PFU. Bonjour Sophie. Bonjour Marianne. Alors le PFU, appelé également flat tax, consiste à appliquer de plein droit un taux de 12,8% pour l'impôt sur le revenu aux revenus mobiliers perçus à compter du 1er janvier 2018 et aux plus-values sur titre des particuliers réalisées à compter du 1er janvier 2018. Si on ajoute les prélèvements sociaux qui s'élèvent désormais à 17,2%, l'imposition globale est portée à 30%. Cette nouvelle taxation forfaitaire englobe-t-elle tous les revenus et plus-values qui étaient imposés au barème progressif jusqu'au 31 décembre 2017, Sophie? Alors, le taux d'imposition forfaitaire de 12,8% englobe tous les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values sur valeur mobilière qui ont été perçus ou réalisés jusqu'au 31 décembre 2017. Donc, ce qui recouvre les produits d'action, tels que les dividendes, à l'exception des dividendes exonérés perçus dans le cadre des PEA ou des PEA-PME. Ça représente également les jetons de présence, les intérêts des comptes. Alors là encore, avec une exception, ce sont les intérêts exonérés des livrets de l'épargne réglementée, comme les livrets A, LDD ou livrets jeunes, mais également les intérêts des PEL et des CEL ouverts depuis moins de 12 ans jusqu'au 31 décembre 2017. Et puis, cela recouvre également aussi, enfin, les plus-values sur valeur mobilière et droits sociaux des particuliers. En revanche, les gains réalisés à l'intérieur d'un PEA ou d'un PEA-PME et avec un retrait de moins de 5 ans restent taxés, eux, à 19% ou 22,5%. Mais le PFU englobe d'autres catégories de revenus que l'ancien barème progressif de l'impôt sur le revenu, puisque en ce qui concerne les intérêts des comptes, il est étendu aux intérêts des PEL et des CEL ouverts à compter du 1er janvier 2018, et ça dès la première année. Il recouvre également ce PFU de 12,8%, les produits des contrats d'assurance vie perçus à compter du 1er janvier 2018 et qui vont être afférents à des primes versées à compter du 27 septembre 2017. Et puis enfin, il recouvre également les gains de cession de titres en exercice de BSPCE dès lors que la condition d'exercice est remplie, d'activité est remplie. Pour ce qui concerne les non-résidents, eh bien, le taux de la retenue à la source applicable aux revenus de capitaux mobiliers et aux plus-values lorsqu'elles sont imposables est aligné sur le taux du PFU, donc un taux unique pour la retenue à la source aujourd'hui, à compter du 1er janvier 2018, 12,8%. D'accord, donc ça veut dire que la barémisation des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values sur titres, c'est fini pour 2018 ou... Pas tout à fait. En fait, le prélèvement forfaitaire unique, ce taux d'imposition forfaitaire de 12,8%, s'applique par défaut aux revenus de capitaux mobiliers et aux plus-values sur titres à partir de 2018. Mais toutefois, les contribuables qui ont intérêt continuent de pouvoir, peuvent opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Alors, cette option doit être expresse, c'est-à-dire qu'elle doit résulter d'une manifestation de volonté. Elle devra être formulée au plus tard au moment du dépôt de la déclaration des revenus, donc l'année qui suit la perception des revenus ou la réalisation des plus-values. Enfin, il s'agit d'une option qui est globale, c'est-à-dire qu'elle englobe tous les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values sur titre de l'année. Ce n'est pas possible de combiner le PFU pour certains revenus et l'impôt sur le barème pour d'autres revenus. Et enfin, elle est irrévocable, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez exercée, elle est valable pour toute l'année. Et puis l'année d'après, vous pourrez à ce moment-là changer. D'accord. Mais alors concrètement, comment savoir si l'imposition au barème progressif est plus intéressante pour un contribuable que le taux de 12,8%?
Alors, plusieurs paramètres sont à prendre en considération. Tout d'abord, bien évidemment, c'est le taux marginal d'imposition du contribuable. Pour les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire ceux qui sont dans la tranche à 0%, bien évidemment, dans tous les cas, l'option pour le barème progressif de l'impôt sera plus intéressante que le taux d'imposition de 12,8%. Pour les autres, en revanche, il va falloir se livrer à des calculs beaucoup plus complexes. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'impôt sur le barème progressif est calculé sur les revenus bruts, mais après déduction d'un abattement forfaitaire de 40% et des dépenses de conservation et d'acquisition des revenus pour les dividendes, par exemple, ou encore après déduction d'abattement pour durée de détention pour les plus-values sur titre. Lorsque vous avez un impôt à un taux forfaitaire, donc ce PFU de 12,8%, eh bien l'impôt, lui, est calculé uniquement sur les revenus bruts, il n'y a pas de déduction possible. Enfin, lorsque vous avez des revenus qui sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, eh bien la CSG acquittée l'année de perception de ces revenus ou de réalisation de la plus-value, eh bien peut être déduite pour une fraction, 6,8%, du revenu global de l'année de son paiement. Lorsque vous avez des revenus qui sont soumis à un taux forfaitaire, eh bien, il n'y a pas de déduction possible de la CSG. Donc c'est tous ces paramètres-là qu'il va falloir prendre en considération pour effectuer les arbitrages. D'accord. Alors les modalités de calcul des revenus de capitaux mobiliers, des produits d'assurance vie et des plus-values mobilières étant très différentes les unes des autres, je vous propose de nous attarder sur chacune de ces catégories. On commence par les revenus des capitaux mobiliers. Comment ça se passe pour les revenus perçus à compter de 2018 ? Alors pour les revenus de capitaux mobiliers perçus à compter de 2018, on parle des dividendes et puis des intérêts des comptes, essentiellement, eh bien l'imposition continue de se faire en deux temps. D'abord, au moment du versement des revenus, eh bien l'établissement payeur ou la société distributrice va opérer un prélèvement forfaitaire obligatoire à la source, en même temps que les prélèvements sociaux. Donc ce prélèvement forfaitaire obligatoire, on peut l'appeler aussi PFO, n'a pas de caractère libératoire, il s'impute sur l'imposition définitive qui sera appelée, elle, en N+1. Alors que l'ancien PFO qui s'est appliqué jusqu'au 31 décembre 2017 était de 21% pour les dividendes et de 24% pour les intérêts de compte, et bien là, on a un PFO unique pour tous les revenus de capitaux mobiliers, c'est le taux de 12,8%. Comme par le passé, les contribuables peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement forfaitaire obligatoire, donc sous condition de ressources, et la demande doit être formulée au plus tard le 30 novembre d'une année pour l'année qui suit. D'accord. Alors pour les revenus de capitaux mobiliers, l'imposition définitive intervient l'année suivante. Par suite de l'alignement du prélèvement forfaitaire obligatoire sur le taux de l'imposition forfaitaire de 12,8%, le prélèvement forfaitaire obligatoire constitue en définitive un paiement de l'impôt à la source. Alors c'est vrai que le PFO, comme il s'impute sur l'imposition définitive, lorsque celle-ci est calculée au taux de 12,8%, bien évidemment, le contribuable n'aura pas de complément d'impôt à payer l'année qui suit. Mais s'il a opté pour le barème progressif de l'impôt, eh bien, soit on peut lui restituer une partie de ce PFO s'il était plus élevé que son imposition au barème, ou au contraire lui appeler un complément d'impôt. En tout cas, ce qu'il faut vraiment avoir à l'idée, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que si le contribuable opte pour le barème progressif, son impôt, lui, sera calculé après déduction de l'abattement de 40% pour les dividendes et puis des dépenses d'acquisition et de conservation de son revenu. Et il pourra également bénéficier d'une déductibilité de sa CSG à hauteur de 6,8% du revenu global de l'année de son paiement, ce qui ne sera jamais le cas pour les revenus soumis au PFU. Il va falloir sortir les calculettes. Donc, on passe aux produits des contrats de capitalisation et d'assurance vie perçus à compter de 2018. Qu'est-ce qui change là ? Alors, ce qui change pour les produits perçus à compter du 1er janvier 2018, c'est qu'il va falloir distinguer deux compartiments parmi ces contrats. On va avoir les produits attachés à des primes versées avant le 27 septembre 2017. Alors, ces produits-là, bien que perçus à compter de 2018, restent soumis au régime antérieur. Donc, le régime antérieur, c'est l'imposition au barème progressif pour ces produits-là, sauf option par le contribuable, pour un prélèvement forfaitaire libératoire qui doit être indiqué au plus tard lors du versement des produits,
Donc ce prélèvement forfaitaire libératoire, il dépend de la durée des contrats. Donc il est de 35% pour les contrats qui ont moins de 4 ans, il est de 15% pour les contrats qui ont entre 4 et 8 ans, et enfin il est de 7,5% pour les contrats qui ont 8 ans et plus. Et puis le régime, là pour le coup, change pour les produits qui sont attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017. Ou donc là, oui, c'est le nouveau régime qui s'applique. C'est donc l'imposition forfaitaire de 12,8% qui va s'appliquer pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre. C'est exactement ça, alors avec une petite subtilité pour les contrats qui ont 8 ans et plus. Alors tout d'abord, dans un souci d'harmonisation, ces produits qui étaient jusqu'à présent exclus du prélèvement forfaitaire obligatoire, hein, le fameux prélèvement opéré à la source par l'établissement payeur, vont devenir assujettis à ce prélèvement forfaitaire obligatoire qui sera donc de 12,8% pour les contrats de moins de 8 ans et 7,5% pour les contrats de 8 ans et plus. Donc les contribuables aux revenus modestes pourront demander une dispense de ce prélèvement forfaitaire obligatoire dans les mêmes conditions que pour les intérêts des comptes. La seule différence, c'est le moment où on va formaliser cette demande, alors que pour la dispense des intérêts, c'est le 30 novembre. Là, ce sera au plus tard, au moment de l'encaissement des produits. D'accord. Et puis ensuite, une fois ce prélèvement forfaitaire obligatoire opéré à la source qui n'a pas de caractère libératoire, l'imposition définitive, elle intervient donc l'année qui suit. Alors cette imposition définitive, elle va s'appliquer au taux forfaitaire de 12,8% pour les contrats qui ont moins de 8 ans, et ça, quel que soit le montant des encours. En revanche, pour les contrats de 8 ans et plus, il va falloir distinguer selon qu'on a un montant des encours, c'est-à-dire le total des primes nettes des produits, supérieur ou égal à 150 000 €. Pour la fraction inférieure à 150 000 €, le taux d'imposition forfaitaire est de 7,5%. Et puis pour les contrats pour les encours supérieurs à 150 000 €, ce sera le taux de 12,8% qui va s'appliquer, sachant que l'abattement dont bénéficiaient les contrats de plus de 8 ans, l'abattement de 4 600 € ou 9 200 € pour les couples, est maintenu pour ces contrats de 8 ans et plus, même s'ils sont soumis au taux forfaitaire de 12,8 ou 7,5%, et va s'appliquer au préalable, en priorité au montant des primes, aux produits attachés à des primes versées avant le 27 septembre 2017, puis ensuite à ceux qui sont taxés au taux de 7,5% et enfin, en dernier, à ceux qui sont taxés au taux de 12,8%. Merci Sophie. Alors on va passer à la dernière catégorie de gains soumis au PFU. Il s'agit des plus-values sur valeurs mobilières et des droits sociaux des particuliers. Je vous écoute. Alors, pour les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers, là encore, celles qui sont réalisées à partir du 1er janvier 2018, elles sont soumises par défaut au prélèvement forfaitaire unique de 12,8%. Donc ce taux d'imposition forfaitaire est calculé sur le montant brut de la plus-value, c'est-à-dire la plus-value subsistante après imputation des moins-values de l'année et des moins-values des années antérieures jusqu'à la 10e inclusivement. Pour le calcul du prélèvement forfaitaire unique, on ne peut pas appliquer d'abattement pour durée de détention. En effet, ces abattements pour durée de détention avaient été instaurés au moment de la barémisation des plus-values sur titre en 2013 pour justement limiter les effets de la progressivité de l'impôt. Par suite de l'abandon du barème progressif pour les plus-values, donc il n'y a pas lieu d'appliquer d'abattement. Et donc, si le contribuable opte pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, est-ce que ça signifie qu'il va conserver ses abattements pour durée de détention ? Alors, si le contribuable opte pour le barème progressif de l'impôt, il va en effet pouvoir bénéficier des abattements pour durée de détention, mais attention, uniquement pour ces titres acquis avant 2018. Ça veut dire que même s'il opte pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, pour les titres acquis après 2018, il ne pourra plus bénéficier d'abattement pour durée de détention. Avec une précision, c'est que pour les titres acquis avant 2018 et pour lesquels le bénéfice des abattements est maintenu, il n'y a que 2 abattements qui sont conservés. On a
l'abattement pour durée de détention de droit commun, qui va donc de 50% à 65% d'abattement. Et puis on a également l'abattement renforcé pour les titres de jeunes PME, donc qui va de 50% à 85%. En revanche, 2 abattements sont supprimés. C'est l'abattement d'abord l'abattement renforcé dans le cadre des cessions intrafamiliales qui lui est supprimé, et puis également l'abattement renforcé qu'on appliquait aux reliquats de plus-value des dirigeants de PME qui partent à la retraite, qui avaient d'abord bénéficié d'abattements de 500 000 €. Donc ces 2 abattements-là sont supprimés. Alors, en parlant des dirigeants de PME partant à la retraite, qui ont cédé donc leurs titres jusqu'au 31 décembre 2017 et qui ont pu bénéficier d'un régime de faveur qui consistait en l'application d'un abattement fixe de 500 000 € sur la plus-value réalisée pour le reliquat éventuel. On en parlait de l'abattement renforcé. Ce régime est-il reconduit pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018 ? Mais on a déjà un début de réponse. Pour les cessions réalisées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, eh bien, on a l'abattement fixe de 500 000 € qui continue de s'appliquer. Et la bonne nouvelle, c'est que cet abattement va s'appliquer quelles que soient les modalités d'imposition de la plus-value. Donc que la plus-value soit soumise au prélèvement forfaitaire unique de 12,8% ou au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Toutefois, si le contribuable opte pour le barème progressif de l'impôt, il ne pourra pas combiner cet abattement de 500 000 € avec les abattements pour durée de détention dont il pourrait bénéficier éventuellement pour ces titres acquis avant 2018. C'est ou l'abattement fixe de 500 000 € ou, si le contribuable opte pour le barème progressif, ces abattements pour durée de détention, mais pas les deux en même temps. Et puis, il faut signaler aussi une chose, c'est que si le dirigeant opte pour le barème progressif de l'impôt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une fraction de la CSG qui est déductible en cas de revenus soumis au barème progressif. Eh bien, pour les dirigeants, il y a une petite particularité, c'est que la CSG déductible est plafonnée à un rapport qui est le rapport entre le montant de la plus-value soumise au barème, qui bénéficie donc de l'abattement de 500 000 €, puisque les abattements ne s'appliquent que pour le calcul de l'impôt sur le revenu et pas des prélèvements sociaux. Et le deuxième, au dénominateur, on aura dans ces cas-là le montant de la plus-value soumise aux prélèvements sociaux. Et donc la CSG sera plafonnée à cette règle de 3. Est-ce que ce nouvel abattement retraite de 500 000 € s'applique sous les mêmes conditions que le régime de faveur applicable aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2017 ? Alors, grossièrement, ce sont exactement les mêmes conditions que le régime qui s'est appliqué jusqu'au 31 décembre 2017. Mêmes conditions qui tiennent aux titres cédés, à la société dont les titres sont cédés, et puis également aux cédants. Il y a une condition quand même nouvelle qui a été instaurée, c'est le fait pour le dirigeant de détenir ces titres depuis au moins 1 an à la date de la cession. Donc ça, c'est la condition nouvelle pour le nouvel abattement de 500 000 € à compter du 1er janvier 2018. D'accord. Alors, si je résume, pour les plus-values mobilières réalisées à compter du 1er janvier 2018, l'impôt est calculé au taux de 12,8% sur le montant brut, sans application des abattements pour durée de détention. Si le contribuable opte pour le barème progressif, il peut bénéficier de l'abattement pour durée de détention, de droit commun ou renforcé, pour ces seuls titres acquis avant 2018, mais pas pour ceux acquis après 2018. L'abattement fixe de 500 000 € des dirigeants de PME qui partent à la retraite s'applique que les plus-values soient soumises au PFU ou au barème progressif et quelle que soit la date d'acquisition des titres. Au vu de ces nouvelles règles, Sophie, quel va être le traitement fiscal du complément de prix ? Alors, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 va supporter de plein droit l'impôt au taux forfaitaire de 12,8%. Et ça, quelle que soit la date à laquelle la cession à laquelle il se rapporte ait eu lieu, que ce soit avant 2018 ou après 2018, puisqu'en fait le complément de prix constitue à lui seul un fait générateur d'imposition. Si le contribuable décide d'opter pour le barème progressif pour justement au moment de la perception, dans sa déclaration de revenus pour l'année en cours de perception de son complément de prix, eh bien, dans ces cas-là, le complément pourra bénéficier donc, des abattements pour durée de détention, donc de droit commun ou renforcés pour les titres de jeunes PME, dès lors que les conditions de ces abattements ont été remplies au moment de la cession.
à laquelle le complément se rapporte. Et puis que le contribuable opte pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu ou bien qu'il soit soumis au prélèvement forfaitaire unique de 12,8%, eh bien, le complément de prix, lui, va bénéficier du solde, enfin du reliquat de l'abattement de 500 000 € qui s'est appliqué au moment de la cession, si bien évidemment le cédant remplit les conditions des dirigeants de PME qui partent à la retraite. Là, je crois que nous avons fait le tour du PFU. Sophie, je vous remercie pour ce point très complet. Merci Marianne. La loi de finances pour 2018 remplace l'ISF par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Pour nous en parler, nous accueillons Françoise Soulet, rédactrice spécialisée de la rédaction fiscale. Bonjour Françoise. Bonjour Marianne. L'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, entre en vigueur dès le 1er janvier 2018. Ce nouvel impôt remplace l'ISF, mais s'en inspire également. En quelques mots, Françoise, quelles sont les constantes et quelles sont les nouveautés ? Alors les constantes, c'est vrai que de nombreuses règles sont transposées de l'ISF à l'IFI. Le seuil d'assujettissement qui reste fixé à 1 300 000 €. La date de fait générateur, donc toujours le 1er janvier de l'année d'imposition. À l'exception, on le verra ultérieurement, des investissements qui sont retenus pour la réduction pour don. Ne change pas non plus le foyer fiscal. Le foyer fiscal IFI est identique à celui de l'ISF, donc on rappelle qu'il peut être différent de celui de l'impôt sur le revenu. Transposé à l'identique ou presque, il y a quand même quelques différences. Les règles de territorialité, puisque celles-ci sont adaptées au nouveau champ d'application de l'IFI. Et une parenthèse, on y reviendra plus tard, le régime des impatriés est également repris. Et puis les modalités de calcul sont inchangées, les étapes et modalités de calcul, on les résumera tout à l'heure. Alors les nouveautés, parce que c'est ce qui va quand même nous intéresser aujourd'hui, le champ d'application de l'IFI bien sûr, qui va être réservé entre guillemets aux biens immeubles, on en donnera la définition. Des mesures d'exclusion justement de certains biens immeubles qui ne seront pas pris en compte dans l'assiette de l'IFI. Des règles strictes de déduction du passif, quand même, on verra. Et puis de nombreuses clauses anti-abus qui sont insérées par le législateur que nous allons développer ensemble. Très bien. Alors cet impôt ne frappe donc que l'immobilier, mais la notion d'immeuble doit être entendue au sens large. Oui, effectivement. Alors les biens qui vont être imposables à l'IFI, ce sont les biens immeubles et droits immobiliers détenus directement donc, par le redevable, personne physique, et par les membres du foyer fiscal, bien sûr. Et également les biens immeubles et droits immobiliers qui sont détenus indirectement, c'est-à-dire par l'intermédiaire de sociétés. Alors, deux précisions que je souhaite apporter tout de suite, c'est que les sociétés dont nous allons parler, dans ce cas précis, ce sont des sociétés opérationnelles ou des sociétés civiles. Quand on dit opérationnelles, définition qui est donnée par la loi d'ailleurs, ce sont des sociétés qui ont des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, libérales. Voilà. Et ces sociétés peuvent être également cotées ou non cotées. Donc voilà, première précision. Deuxième précision, c'est que l'imposition va s'étendre en fait aux biens immeubles qui sont détenus par des filiales et des sous-filiales. Donc c'est vraiment chaîne de participation, il faut englober. Donc en pratique, le redevable va devoir porter sur sa déclaration IFI ces biens immeubles détenus directement, bien sûr, et puis les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur qui sont représentatives de biens immeubles. Et ce ratio, il est obtenu en appliquant à la valeur des titres, on s'accroche, un coefficient qui correspond en fait au rapport entre d'une part la valeur des actifs qui sont imposables, donc de la société, et puis d'autre part la valeur de l'ensemble des actifs de la société. Et ce coefficient obtenu, on l'applique à la valeur des titres, comme je viens de le dire. C'est un calcul donc, qui peut s'avérer complexe pour le redevable de l'IFI. Effectivement, non, ça, je ne peux pas dire le contraire, est complexe. Et oui, parce qu'on a vu que ces biens peuvent être détenus dans des filiales et des sous-filiales. Et d'ailleurs, à ce sujet, le législateur a prévu ce qu'on appelle une clause de sauvegarde, c'est-à-dire que le redevable qui sera de bonne foi et qui va pouvoir démontrer qu'il n'avait pas les documents nécessaires pour le calcul du ratio, ne sera pas redressé par l'administration fiscale. Voilà, donc ça, on dirait un petit parachute. Toutefois, à cette clause de sauvegarde, le législateur est venu insérer des clauses anti-abus. C'est-à-dire que cette clause de sauvegarde-là ne va pas jouer dans trois hypothèses. Quand le redevable se sera réservé la jouissance du bien,
par exemple, quand il détiendra plus de 10% du capital des droits de vote de la société qui est détentrice du bien immeuble, et quand la société sera contrôlée par le redevable ou les membres du foyer fiscal IFI. Donc, clause de sauvegarde qui ne s'appliquera pas aussi facilement que ça. Et puis là, les précisions sont très attendues de la part de l'administration fiscale. Alors, parmi ces biens immobiliers, certains, vous l'avez dit, échappent à l'IFI, soit parce qu'ils sont exclus de l'assiette, soit parce qu'ils sont exonérés. Sur quels critères ces immeubles peuvent-ils être exclus de l'assiette de l'IFI? Donc, c'est vrai qu'il y a une distinction très importante, vous le faites en posant la question, entre exclusion et exonération. Donc là, dans un premier temps, nous parlons bien de l'exclusion de l'assiette de l'IFI. Donc là, on va émettre deux hypothèses. Il y a deux mesures qui sont prises. Une, je dirais, en faveur des sociétés opérationnelles dans lesquelles le redevable détient une faible participation. Donc là, les immeubles qui sont détenus par ces sociétés seront exclus de l'assiette de l'IFI et du calcul du fameux ratio dont on vient de parler tout à l'heure. Première chose. Et cette mesure qui est prise pour les sociétés opérationnelles, donc sous quelles conditions? Il faut que le redevable détienne moins de 10% du capital ou des droits de vote de la société. Ce seuil de 10% est calculé en prenant en compte les participations détenues par l'ensemble des membres du foyer fiscal IFI. D'accord. Cette mesure qui est prise en faveur des sociétés opérationnelles est prise également en faveur des SIC, des sociétés d'investissement immobilier cotées. Donc là, le seuil de détention par contre sera de 5%. Donc il faut détenir moins de 5% pour que ces immeubles soient exonérés, ceux détenus par la société bien sûr. Et troisième mesure similaire prise, cette fois-ci en faveur des fonds, de certains fonds d'investissement et organismes. Et là, deux conditions. On retrouve le seuil de moins de 10%, donc de détention dont on vient de parler, et puis aussi l'actif de ces fonds, de ces organismes, doit être composé à moins de 20% d'immobilier imposable à l'IFI. Voilà, donc là, ça, on a ces mesures en faveur des faibles participations. Alors là, une clause de sauvegarde qui est insérée également, c'est que ces immeubles qui devraient être exclus de l'assiette de l'IFI ne le seront pas dans deux conditions. Lorsque on retrouve deux conditions similaires à ce qu'on a dit tout à l'heure, le redevable qui se réserve la jouissance du bien, ou la société qu'il contrôle avec les autres membres du foyer fiscal IFI, seul ou avec les autres membres du foyer fiscal IFI. D'accord. Là aussi, donc là, on inclura donc ces biens dans l'actif imposable. Oui, absolument. Oui. Et puis, donc, il y avait cette hypothèse de la faible participation. Deuxième hypothèse, ce sont les immeubles qui sont affectés à l'activité de la société opérationnelle. Alors là, on va faire bien préciser les choses. Là, on parle vraiment des immeubles affectés à l'activité de la société et non pas à l'activité professionnelle du redevable. L'activité professionnelle du redevable, on sera dans le cadre de l'exonération au titre des biens professionnels et on y reviendra tout à l'heure. Donc là, on est dans le cas immeuble affecté à l'activité de la société opérationnelle. Et là, alors, deux hypothèses également. Les biens qui seront exclus, ce sont les biens qui sont détenus par la société opérationnelle et cette société affecte ces biens à son activité. Les biens peuvent être également détenus par des filiales ou des sous-filiales. Et là, évidemment, il faudra unique condition que le bien soit affecté à l'activité opérationnelle de la filiale. Et ce qu'on va autoriser, c'est qu'en présence de filiales ou de sous-filiales, on a des sociétés intermédiaires. La société intermédiaire, elle pourra être une société civile. On n'exige pas de la société intermédiaire qu'elle soit une société opérationnelle. Le caractère opérationnel, c'est la société qui détient le bien et l'affecte à son activité. D'accord, c'est très clair. C'est très clair pour l'instant. Abordons le groupe des sociétés. Ah, c'est juste histoire d'obscurcir un peu les choses. Je vous écoute. Alors, en présence d'un groupe de sociétés, on va poser les deux principes déjà. Le premier, le redevable détient des titres de la société opérationnelle. Première condition. Deuxième condition, ces immeubles sont affectés à l'activité d'une société opérationnelle. On n'oublie pas qu'on est dans un groupe de sociétés. Donc, immeuble affecté à l'activité d'une société opérationnelle et celle-ci peut être la société qui détient le bien, la société dont le redevable détient des titres, cette société n'étant pas forcément propriétaire de l'immeuble. Et troisième hypothèse, c'est la société à laquelle on va mettre le bien à disposition
qui est contrôlée par la société dont le redevable détient les titres. Voilà, on a là les 3 hypothèses. Alors, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que dans ces dernières hypothèses que nous venons d'évoquer, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a reprise ou validation et légalisation d'ailleurs d'un schéma qui était reconnu par la doctrine administrative dans le cadre de l'exonération anti des biens professionnels à l'ISF. Donc c'est l'hypothèse où le foncier est détenu par une société civile immobilière et mis à la disposition d'une société opérationnelle. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans l'hypothèse de l'IFI, on va reconnaître la possibilité de plusieurs niveaux d'interposition, chose qui n'était pas reconnue dans le cadre de l'ISF. Donc un point positif, donc des schémas intéressants. Très bien. Question. Les biens immeubles qui ne sont pas exclus de l'assiette peuvent-ils bénéficier d'une exonération? Voilà pourquoi je faisais la distinction et qui est très importante tout à l'heure, c'est que tout à l'heure on parlait de l'assiette de l'IFI, de biens exclus de l'assiette. Donc supposons que les conditions ne soient pas reconnues pour bénéficier de l'exclusion, on va étudier les exonérations. Alors là, on est en terrain connu. Ouf, on a envie de dire. On est en terrain connu. Donc là, on va retrouver 3 exonérations qui sont transposées pratiquement à l'identique de l'ISF. Donc, si vous voulez bien, je vais les citer. Allez-y. Donc, on va parler, bien sûr, des biens professionnels. Donc, l'exonération au titre des biens professionnels, c'est le bien qui est affecté à l'activité principale du redevable, en tant qu'entrepreneur individuel, par exemple, ou à l'activité opérationnelle d'une société, soumise à l'IR, soumise à l'IS, dont le redevable détient des titres et qui constituent pour lui des biens professionnels. Donc là, on est dans l'exonération au titre des biens professionnels, donc quelque chose de très connu. Bon, évidemment, c'est adapté au nouveau champ d'application de l'IFI, qui ne concerne que les immeubles. Concernant les biens professionnels, juste une précision concernant les loueurs en meublé. Alors là, l'activité de loueur en meublé est commerciale, et donc va bénéficier de l'exonération anti des biens professionnels si elle est exercée par une société ou si elle est exercée par une personne physique sous des conditions déjà existantes, mis à part celle de l'inscription au registre des commerces et des sociétés qui n'est plus exigée. Voilà. Donc on retrouve le montant de recettes et le plus de 5% des revenus professionnels qui doivent être dégagés. Voilà. Pour finir avec les exonérations, juste 2, il m'en reste 2. En ce qui concerne les biens ruraux, bois et forêts, donc eux aussi bénéficient de l'exonération anti des biens professionnels. Si les conditions ne sont pas remplies, on retrouve l'exonération partielle. Donc là, pas de problème. Donc rien à ajouter, tout est transposé à l'identique. Et en ce qui concerne les régimes des impatriés, dont on parlait tout à l'heure quand on a abordé la question des règles de territorialité, le régime des impatriés, on se souvient qu'une personne redevable, quelle que soit sa nationalité, qui transfère son domicile en France, s'il n'a pas été domicilié au titre des 5 années précédentes, eh bien, il ne va déclarer à l'IFI que les biens qui sont situés en France, donc à l'exception des biens qui sont situés hors de France, et cela pendant 5 ans. D'accord. Voilà. Donc, à part ces 3 exonérations, tout ce qui existait dans le cadre de l'ISF est supprimé, abrogé. J'ajouterai une précision qui est importante, c'est concernant l'exonération du Treuil. Donc, c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question. Et là, les pactes du Treuil qui sont en vigueur demeurent, bien sûr, sont valables, mais les engagements sont à respecter jusqu'à leur terme. Voilà, une précision qui n'est pas négligeable. Merci Françoise. Pour les biens immeubles qui ne sont pas exclus ou exonérés de l'IFI, quelle valeur porter sur la déclaration d'IFI ? Eh bien, on va reprendre des règles existantes. Les biens immobiliers sont à déclarer donc, au 1er janvier, date de fait générateur, pour leur valeur vénale. Donc là, pas de changement. On rappelle qu'on retient également l'abattement de 30% pour la résidence principale. Donc là aussi, ça demeure. Devraient également s'appliquer tous les abattements qui étaient appliqués pour location, pour indivision. Là aussi, donc on devrait rester en terrain connu, j'espère. En ce qui concerne les titres cotés, on reprend la règle légale, donc dernier cours ou moyenne des 30 derniers cours. Et une nouveauté quand même concernant la valorisation des parts ou actions. Vous vous souvenez, Marianne, du calcul du ratio tout à l'heure? Ah oui, très bien. Oui, bien sûr. J'y suis. Eh bien, pour les parts ou actions, la valorisation, là, ne seront pas prises en compte pour cette valorisation toutes les dettes qui sont contractées par l'intermédiaire d'une société
auprès de membres du foyer fiscal IFI ou du groupe familial ou de sociétés contrôlées par le redevable. Donc là, clause anti-abus qui toutefois ne jouera pas si le prêt n'a pas été contracté dans un but principalement fiscal ou si le redevable peut justifier du caractère normal des conditions de prêt. Donc là, on devrait pouvoir les prendre en compte. Est-ce qu'il y a d'autres précisions, Françoise, que vous souhaitez apporter concernant les biens susceptibles d'être soumis à l'IFI? Oui, 2 autres nouveautés quand même qui méritent d'être soulignées. Elles concernent les droits afférents au contrat de crédit-bail et au contrat de location-accession. Donc là, les immeubles qui font l'objet de tels contrats seront à déclarer dans le patrimoine du preneur ou de l'accédant, selon qu'on est en crédit-bail ou en location-accession, sous déduction des loyers ou des redevances qui restent à courir jusqu'à l'extinction du contrat. Donc ça, c'est... Puis peut-être aussi une autre précision qui est importante qui concerne les contrats d'assurance vie. Contrats d'assurance vie, alors là, on ne parle... J'ai l'impression qu'il va falloir s'accrocher encore. Non, c'est pas qu'une impression, c'est une certitude. Marianne, on s'accroche. Non, je vais faire bref. En ce qui concerne les contrats d'assurance vie, on ne parle ici que des contrats d'assurance vie et bons et contrats de capitalisation exprimés en unités de compte. Donc là, quand des immeubles seront logés dans ces contrats, il faudra les prendre en compte dans la base imposable à hauteur d'une certaine fraction. D'accord. Voilà, j'ai fait light. Très bien, ok. Question, la règle relative aux biens démembrés est-elle reconduite dans le cadre de l'IFI? Oui, pour l'essentiel. Effectivement, on se souvient que, et on ne va surtout pas l'oublier, que l'usufruitier normalement est imposable pour la valeur en pleine propriété, à l'exception de plusieurs hypothèses. Donc je ne vais pas revenir sur ces hypothèses, simplement souligner que une d'entre elles a fait l'objet d'une mise à jour d'un article du Code civil, l'article 757, qui parle de l'usufruit légal du conjoint survivant. Donc là, concrètement maintenant, le conjoint survivant, s'il bénéficie d'un usufruit légal, il y aura une imposition répartie, c'est-à-dire que l'usufruitier et le nu propriétaire devront déclarer chacun de leur côté sur la base du barème fiscal de l'article 669. Ou si c'est un usufruit conventionnel, là c'est toujours l'usufruitier qui va déclarer pour la pleine propriété. Donc là c'était important, avec une entrée en vigueur de la mesure en 2002, date d'entrée en vigueur de cet article qui a mis du temps à être intégré et mis à jour en fait. C'est ça, la question était là. D'accord, très bien. Le champ d'application de l'IFI, qui est donc réduit aux biens immeubles, on l'a compris, a un impact sur les dettes admises au passif. Cette limitation s'accompagne également de règles strictes de déduction. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, on a vu, bien sûr, le champ d'application est réduit aux biens immeubles. Et bien là, les dettes vont être réduites aussi aux dettes immobilières pour celles qui sont admises au passif. Donc, quelles sont les conditions? Eh bien, ne seront admises que les dettes afférentes à des actifs imposables. Soyons précis. Donc, les dettes qui sont afférentes à des biens qui sont exonérés ou qui ne sont pas imposables, tout simplement, qui sont exclus de l'assiette, ne seront pas retenues. Et d'ailleurs, ce qui est nouveau aussi, c'est que le texte légal prévoit une liste de dettes admises. Alors, ça va être des dépenses d'acquisition du bien, dépenses de réparation, dépenses d'amélioration, dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement. Concernant les impôts, parce que ça aussi c'est une question très importante, seuls les impôts qui sont à la charge du propriétaire, tels que la taxe foncière, seront admises, à l'exception de la taxe d'habitation, qui est due par l'occupant. Voilà, ça fait un peu grincer les dents. Et sont exclus également l'impôt qui est calculé sur les revenus générés par ces immeubles. Voilà, c'est exclu aussi. On va pouvoir déduire l'IFI qu'on appelle théorique, donc celui qu'on calcule dans un premier temps, qu'on réintègre au passif après. Donc voilà, ça c'est une partie des dettes admises légalement. Autre condition, c'est que la dette, alors là c'est du connu, elle doit exister au 1er janvier de l'année, doit être à la charge du redevable et il doit effectivement la supporter. Voilà pour les conditions. Il faut préciser qu'elle sera retenue, la dette, de façon proportionnelle, c'est-à-dire que si on a des biens qui sont exonérés à 75%, on ne retiendra que 25% du montant de la dette. Voilà. Et surtout au niveau du passif, on revient aux clauses anti-abus.
Donc il y a des mesures qui ont été prises, je dirais, en défaveur de certains prêts, comme les prêts in fine, vous savez, ceux pour lesquels les intérêts sont payés au cours d'année et le capital à la fin. Là, ils seront déduits comme si c'était presque des prêts amortissables. Et les prêts familiaux aussi. Alors là, il y a des prêts qui ne seront pas acceptés. Les prêts familiaux qui sont contractés par l'intermédiaire de sociétés auprès du redevable ou des membres du foyer fiscal ne pourront pas être déduites. Les prêts qui sont contractés par l'intermédiaire de sociétés auprès du groupe familial ou auprès de sociétés contrôlées par le redevable ou les membres du foyer fiscal le seront si on peut justifier du caractère, je dirais, normal du prêt. Donc là, il faut pouvoir justifier pour pouvoir les déduire. Et puis, dernière clause anti-abus, je dirais, qui a été prise, c'est le plafonnement de la dette pour les patrimoines qui sont supérieurs à 5 millions d'euros. Je vous fais part de l'exemple, mais voilà, il faut être attentif à cela. Si vous prenez un patrimoine de 6 millions d'euros et que vous affichez des dettes de 4 millions d'euros, on est à 70%, alors qu'il ne faut pas dépasser 60% en fait, du montant du patrimoine. Donc là, si on est à 4 millions d'euros et que la limite est de 3 millions 6, 60% de 6 millions, il y a une différence de 600 000. Cette différence va être divisée par 2. Donc on ajoutera 300 000 au lieu de 600 000 au montant des 3 millions 6. Donc voilà, donc ça ce sont des calculs à faire éventuellement si on est au-dessus si on est concerné. En question, si vous êtes concerné. Très bien. Françoise, quels conseils est-ce que vous pouvez donner à nos abonnés afin d'optimiser le passif de l'IFI malgré tous ces garde-fous Attention aux prêts qui sont contractés, surtout aux prêts familiaux, parce que là, il faut être documenté, je dirais, franchement, avoir les justificatifs, ne pas s'aventurer comme ça sans pouvoir justifier de ce prêt. Et puis, si on a un choix à faire entre prêt in fine et prêt amortissable, optons pour le prêt amortissable à long terme, quitte à faire un remboursement avant l'échéance, par exemple. Voilà. Très bien. Concernant le calcul de l'IFI, les règles semblent transposées de l'ISF à l'identique. Oui. Est-ce que vous confirmez là, Oui, Françoise? on va pouvoir espérer. Ça va. Voilà, ça va être plus simple. Là, ça va. Enfin, oui, il n'y a aucune différence, si ce n'est la suppression de la réduction d'ISF pour investissement. Donc là, les étapes, je les reprends sans les détailler. Simplement, le barème, la décote, la réduction pour don, le plafonnement, l'imputation des FII acquittés à l'étranger, voilà, ça, ce sont les étapes que l'on retrouve à l'identique. J'apporte 2 précisions. Toutefois, j'ai dit que la réduction pour investissement était supprimée. Attention, seront retenus quand même les investissements qui auront été effectués jusqu'au 31 décembre 2017 pour le calcul de l'IFI 2018. Et pour la réduction pour don, je reviens ce que je disais tout au début, je vous ai dit la date du fait générateur, toujours le 1er janvier, sauf exception. Et l'exception, elle est là. Réduction pour don, c'est exactement comme à l'ISF, c'est-à-dire qu'on va, pour le calcul de la réduction, on va prendre les investissements entre la date de dépôt de la déclaration de l'année précédente, donc pour nous, ça va être ISF 2017, jusqu'à la date de dépôt de la déclaration d'IFI 2018. Donc là, on n'est pas sur 1er janvier 31 décembre, mais date à date de dépôt de déclaration, c'est la règle qui existait auparavant. D'accord. Qui dit nouvel impôt dit nouveau support déclaratif, oui, j'imagine. Oui. Alors ça, là, c'est encore un peu le suspense. Alors, on en dit juste quelques mots pour finir cet entretien, mais nous n'avons pas encore, bien sûr, les imprimés. Donc, mais c'est unifié, parce qu'avant, on avait 2 déclarations à déposer selon le montant du patrimoine. Là, on aurait, je parle au conditionnel, bien sûr, une seule déclaration avec des annexes. Cette déclaration sera déposée dans les mêmes délais, selon les mêmes modalités que la déclaration d'impôt sur le revenu. Donc voilà, ce qu'on peut dire, nous aurons l'occasion de revenir sur cette question dès qu'on aura de plus amples informations, et surtout le reste d'ailleurs. À suivre donc. À suivre. Merci Françoise pour toutes ces précisions, et puis donc à bientôt. Merci Marianne, à bientôt. C'est la fin de ce magazine consacré au PFU et à l'IFI. Je signale également à nos abonnés qu'ils peuvent retrouver 2 articles spéciaux sur ces sujets dans le feuillet hebdomadaire numéro 3723. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain en compagnie des experts du groupe Revue Fiduciaire, bien sûr.